écoutez Bauculture Radio, des podcasts dédiés à la culture du bâti, à écouter sur espatium.ch. Architecture should not be understood as a finished object, but as a continuous process of transformation, one that evolves through time. Bonjour, cette semaine nous sommes allés faire un petit tour du côté de Barcelone, où se déroulait le congrès mondial de l'UIA. L'UIA, vous savez, c'est cette union internationale des architectes dont vous entendez vaguement parler tous les 3 ans quand elle organise son congrès. Mais c'est aussi une immense organisation qui défend les intérêts de près de 100 000 membres dans 130 pays, donc peut-être les vôtres si vous êtes architecte. Cette année, les commissaires catalans ont frappé très fort en organisant une sorte de grand festival de causerie architecturale avec plus de 200 invités du monde entier, enfin surtout d'Europe, qui se sont relayés 3 jours durant dans 8 salles en simultané. Dans la plus grande salle, la salle plénière, il y avait une capacité de 4000 auditeurs, un plateau central entouré de caméras et d'écrans géants. On se serait cru dans un talk show télévisé XXL. Barcelone, c'était pas vraiment un congrès, plutôt le programme de talks d'une biennale, comme à Venise. Des tables rondes avec d'interminables discussions lors desquelles les architectes bien en vue lançaient de vibrants manifestes, écologie, droit au logement, réemploi, non-démolition, inclusion, prise en compte des non-humains, des champignons et des bactéries, etc., etc. Les politiques, les maîtres d'ouvrage, les entreprises n'étaient pas là, et donc n'ont rien entendu. C'est dommage, car il n'y a pas eu de vrai débat. Juste des prises de position. Mais tout de même, c'était très beau de voir ces 200 architectes, et pas des moindres, scander à l'unisson une même volonté. On veut du changement. Et pour nous, c'est l'occasion de tendre le micro vers quelques participants, des participants particulièrement intéressants, et qui vous donneront un aperçu des discussions qui se sont tenues à Barcelone. Le fil rouge, peut-être, c'est que les architectes peuvent lancer autant de manifestes qu'ils voudront. Tant qu'ils ne prennent pas le pouvoir, tant qu'ils ne lancent pas leur propre entreprise de matériaux ou génèrent eux-mêmes la commande, ils ne pourront pas appliquer leurs principes. Facile à dire, mais toujours bon à entendre. Et ça commence bien avec Barbara Boozer, architecte bâloise du Baubureau In Situ, qui en connaît un rayon sur la question. Et puis Zinga Boop, architecte sénégalaise de Vorofila, qui réalise un centre de formation terre au Sénégal, Ken de Koumans, architecte à Bruxelles chez BC Materials, qui parle de matériaux terre qui passe à l'échelle industrielle, Maxence Grangeot du laboratoire SXL de l'EPFL, qui emploie la technologie robotique et algorithmique pour réemployer du béton de démolition, Mario Carpo, un historien de l'architecture et des technologies qui parlera de l'IA et sa menace, Charlotte Malterbart, également professeure à l'EPFL, associée à l'initiative House Europe, qui parlera de démolition et de droit au logement. Et sur le même sujet, Rocio Calzado, architecte et doctorante à Paris, qui a déjà publié un article dans Tracé l'année dernière sur le sujet. Et enfin, Trong Mai, un jeune architecte vietnamien, qui évoque lui aussi la démolition, celle des quartiers de Hanoï où il vit. Et voilà, bonne écoute sur la Bauculture Radio. Il y a des petits parcs. Ah mais j'avais pas vu, on est en face. On est en face du cornichon, non, le concombre de Jean Nouvel. Ouais. Ça, c'est un concombre, Nouvelle, je crois. Ça, c'est Jean Nouvel, malheureusement. Okay. Attends voir. Non, Foster, il a fait ça à Londres, je crois. Ah. Et Nouvel, il a fait ça à Barcelone. Okay. Mais c'est à peu près la même chose. Et je crois que lui, Nouvel, il assume le symbole. Okay. Il a dû le dire à un moment que c'était, voilà. Regarde. Ça ressemble à ce que ça ressemble. Ça c'est l'hôtel. Et regarde, c'est surface. Que du bitume. Que du bitume. Et il y a des arbres perdus là qui ont des mauvaises feuilles. Et ça, c'est qui ça ? HDM. C'est HDM, c'est Hardec de Meuron. Hein. Ouais. C'est un grand triangle bleu. Voilà. Là, c'est pas. Et regarde les feuilles, ils sont tous en train de crever là. Ah oui. Donc les peu d'arbres qu'il y a. Et regarde, c'est dingue. Et les gens vont à travers tout ça pour aller se baigner. Ouais. Et ils grillent avant de se baigner. Ils grillent avant de se baigner. Et quand tu vas te baigner, tu as des blocs en béton. Tu n'as pas même des pierres naturelles, tu n'as pas de sable, rien, que des blocs en béton. Ah oui, c'est pas horrible. Donc curieux que Barcelone nous donne une grande leçon d'architecture. Là, ils invitent tous les architectes du monde. Il y a 10 000 architectes ici. Incroyable. Et puis ils font des grands manifestes de l'architecture, mais ils ont quand même des problèmes, hein, on peut le dire. Ils ont les problèmes dans les détails, je pense. C'est vraiment... Ça manque un peu parce que je pense que l'Espagne, c'est un pays
aussi grands que ça. Alors ils n'ont pas le temps et pas la fascination pour les détails qu'on a en Suisse. Peut-être bien. Et le Portugal, c'est aussi un peu comme ça. Ça, c'est vrai. Le Portugal, c'est beaucoup plus petit et ils sont vraiment soucieux des détails. Ils aménagent un espace, ils se donnent la peine. Ouais. Mais ici, c'est vraiment le grand geste. Ça y est. Bon, ça, c'est une architecture de ce qu'on appelle le monde d'avant, hein, quand même. La tour de Nouvelles, le centre de musée du design. Ça, on ne referait plus aujourd'hui, je crois. Tu crois ? Je sais pas. Je suis pas sûre. Parce que, à mon avis, ça ne dépend pas des architectes, tu vois. Ça dépend de finances. Et il y a trop d'argent dans les grandes métropoles. Et là, tu peux même pas, si tu veux, comme architecte, c'est très très difficile de faire autre chose. Tu es en train de dire que le jour où on aura moins d'argent, on fera une architecture plus raisonnable. Oui, en tout cas, moi je suis persuadée que l'argent, ça pourrit l'architecture. Et si on mettait plus d'argent dans le bureau d'architecture et moins dans le projet? Non, il faudrait plus de conscience chez les maîtres d'ouvrage. Et il faut, comme architecte, c'est ce que j'ai dit, il faut essayer de prendre le pouvoir. Il faut prendre possession de l'ouvrage. Et comme ça, tu peux faire des expériments. Parce que tous les assurances et tous les gens ne peuvent rien dire, c'est qu'à moi. Et je prends le risque. Ouais. Il faut prendre des risques. Le seul moyen, comme architecte aujourd'hui, de faire de la bonne architecture, ce serait d'acheter soi-même le projet avant de le faire. Oui, à mon avis, c'est comme ça. Mais le fait que vous avez réussi à faire ça depuis 30 ans, 25 ans, c'est héroïque, c'est extraordinaire. Mais... Et sans argent. Et sans argent. Donc tu veux dire que tout le monde peut le faire encore aujourd'hui, en 2026 ? Moi je pense, oui, mais il faut commencer petit. Il faut prouver que tu fais une bonne chose petite et tu trouveras toujours des gens qui pensent un peu différemment et qui peut-être t'aident à acheter quelque chose et à le transformer et qui sont d'accord avec toi. Mais toi, tu dois prendre le pouvoir. Mais à l'époque, c'était plus facile d'acheter une parcelle qu'aujourd'hui ou c'est pareil ? À mon avis, c'est pareil. Ça coûte un peu plus cher, mais tous les intérêts, l'argent, ça a monté un cran. Alors ça coûte plus cher, évidemment, mais en proportion, ça ne coûte pas plus cher. C'est ce que tu as raconté aujourd'hui à la discussion. Oui, je dis, il faut prendre le pouvoir, il faut prendre possession. Et tu peux aussi prendre possession sans avoir les droits écrits. Mais il faut vraiment être avant, il faut persuader les gens si ça ne t'appartient pas. Et c'est encore plus de travail à persuader ceux qui ont le pouvoir. Mais sans ça, tu ne peux rien faire, tu ne peux rien changer, tu ne peux pas faire d'expériment. Parce qu'à la fin, tu es tenu responsable. Et tu dois pouvoir prendre le risque. Et on m'a toujours dit que j'étais très moutique. Utopiste. Utopiste, non, moutique. Moutique, courageuse. Courageuse, j'étais très courageuse et je me suis demandé est-ce que je suis courageuse. Et j'ai réalisé, on sait très bien discuter des risques. Alors on sait évaluer les risques avec Eric. Et on se dit, bon, quel est le risque ? On va perdre notre réputation, on va au Portugal, on s'enfuit, on perd de l'argent. Pour ça, on a une compagnie, une GmbH. Alors on va perdre les 20 000 qu'on a mis. Bon, et quoi ? On va survivre. Ouais. Mais il faut prendre des risques, sinon tu ne peux pas rien essayer. Ah oui. Mais c'est difficile à entendre, je pense, pour les bureaux d'architectes jeunes qui sont un peu désespérés, qui n'ont pas d'argent. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, l'architecte doit être maître d'ouvrage, finalement ? Il doit apprendre à compter ? Ça commence par ça ? Voilà, ça c'est la première chose. Il faut apprendre à faire ses comptes, les comptes que font les financiers. Et là, tu peux aussi les battre avec leurs propres weapons. Leurs propres armes. Là, tu peux les battre avec leurs propres jeux. Voilà, leurs propres jeux. C'est pour ça que j'ai fait un MBA. Pour pouvoir parler la même langue qu'eux. Tu as fait un MBA ? Mais ça, c'est pas dans le film, ça. Non. On n'en parle pas de ça. Ah, ça, c'est un scoop. Tu as fait un MBA en commerce ? Oui. En business ? En business. Master of Business Administration à Henley, the Management College in London. Ouais. Parce que je voulais évaluer qu'est-ce que j'avais fait en Tanzanie. Parce que là, j'étais jetée dans le travail de l'entretien, d'entretenir une petite ville de 10 000 habitants.
Et j'ai essayé tout ce que je pouvais. Et après, je me suis demandé, mais qu'est-ce que tu as fait? Est-ce qu'il y aurait eu des meilleurs chemins à prendre? Et ça m'intéressait. Et j'avais rien d'autre à faire en rentrant de la Suisse que capitaine de bac. Et un MBA, ça coûte pas très cher finalement. J'ai pas pu faire celui de Lausanne parce que j'avais un enfant, alors c'était exclu. Ah, tu avais un enfant en bas âge en même temps que tu as fait le MBA. Oui. D'accord, juste pour le contexte. Juste, oui. Et j'avais gagné autant en Afrique que je pouvais me permettre de faire des études. Ah, mais c'est intéressant ça. Oui, Donc le conseil, est-ce que tu penses que dans l'école d'architecture contemporaine, on devrait avoir plus de cours d'économie du projet? Absolument, parce que tout dépend de ça. Et les architectes ETA, surtout, ils ont des fantaisies, et c'est beau de pouvoir aussi travailler sur des fantaisies, mais c'est pas réel. Et après, ils sortent de l'ETA, ils savent pas quoi faire, et on ne peut pas les utiliser. Parce qu'ils savent pas ce que ça veut dire, s'ils font un trait comme ça, ou comme ça, que ça peut coûter le double. Ils n'ont aucune idée. Et ce que ça veut dire si un projet coûte le double à la fin. Après, les locations sont doubles, etc. Et après, tu dois louer des champs très, très riches. Et peut-être eux, ils ne veulent pas habiter là où tu as construit. Et c'est à Gundlingerfeld qu'on avait discuté ça très souvent parce que la ville voulait qu'on fasse des appartements. Et on a dit non, parce que si on doit faire les appartements dans les vieilles halls d'usine, ça va nous coûter cher. Alors, on doit avoir des locataires riches. Et les locataires riches, ils vont lutter contre les enfants qui font du bruit. Alors, on a dit non, on veut que les enfants puissent faire du bruit le dimanche matin. Alors, on ne veut pas d'appartement. Et la ville n'était pas d'accord du tout. Et ils ont demandé, mais au moins 40 appartements vous devez faire. Alors on a fait des petits nids d'oiseaux, 40. Et on a dit au gouvernement, on a fait nos appartements. Ils n'étaient pas d'accord du tout. Oui, je vois. Ouais. Et donc on est ici à Barcelone, au Congrès mondial des architectes. Il y a, si j'ai bien compris, environ 10 000 architectes du monde entier. Qu'est-ce que tu penses de ce format et qu'est-ce que tu découvres ici? Est-ce que tu as l'impression qu'il y a des messages qui passent, il y a un esprit, est-ce qu'on vit un momentum particulier en architecture? C'est difficile. Hein. Oui, c'est difficile. Oui, il y a beaucoup d'architectes, mais ils se sont tous d'accord, ils s'admirent les uns les autres, et puis je reçois beaucoup de félicitations, mais je ne vois pas de progrès, pas beaucoup. C'est ça qui m'énerve, parce qu'on n'a plus le temps. Et je trouve qu'un format avec 10 000 participants, c'est un peu trop. Oui. On n'a plus le contact direct, sauf avec ceux qu'on connaît déjà. Oui. Alors là, je ne sais pas pourquoi il faut aller à Barcelone pour rencontrer un gars de Bâle. Oui, je sais qu'il existe, mais je ne l'ai jamais vu, d'accord. Et j'aimerais bien, par exemple, avoir contact avec les Africains qui sont ici et des Chinois, etc. Mais ça, c'est pas prévu de contact direct. Il me manque un peu ce format. Et il me manque le débat. Ah oui. Il y a des conférences, des présentations, mais après, on discute 10 minutes. Mais tout le monde est d'accord, en fait. Parce qu'on reste entre architectes. Oui, on reste entre architectes. Est-ce qu'il faudrait des formats avec les usagers, la maîtrise d'ouvrage, je sais pas, Avec ceux qui ont l'argent, oui. Ah. Il faudrait leur dire que, écoute, si on continue comme ça devient plus chaud. Et qu'est-ce que vous voulez faire? Eux, ils se payent une air conditioning et ça rend pire la situation des autres qui n'en ont pas. Et c'est pas comme ça qu'on peut résoudre les problèmes. Mais je sais pas comment il faudrait faire. Hein. En tout cas, il faudrait que ça soit plus petit. C'est pas la peine de ramener 10 000 personnes. Et on pourrait peut-être aussi faire avec des formats différents, des formats online. Parce que imagine tous ces voyages, combien ça contribue à la chaleur aussi. Ouais. Tous ces voyages en avion. Oui, effectivement. Bon, par contre, on note l'absence notable de grandes figures de l'architecture contemporaine. On n'a pas les stars qu'on connaît habituellement. Alors, il y a quand même des gens que nous, on connaît peut-être. Oui, au moins là, quand on va seul, au moins c'est les stars. Hein. Ah ben oui, ah oui, ils sont là. Ils sont là. Oui, mais
Bon, je pense que le siècle des stars, il a passé. Pour l'architecture en futur, il faut des teams qui travaillent ensemble. Tu ne peux plus seulement rêver d'un grand geste, d'une grande forme, comme tu vois ici. C'est bon, d'accord, mais ce n'est pas durable, ça. J'aimerais pas savoir les coûts d'entretien et les frais de chauffage en hiver. Bon, on est en Espagne, ça va encore, mais il y a la même chose à Londres, plus ou moins, et il y en a beaucoup. Chez nous, on ne peut plus se payer les piscines couvertes. Les communes disent « Ah, c'est trop cher, on ne peut plus payer la rénovation et tout ça ». Et même en Allemagne, c'est même les piscines de jardin, les piscines ouvertes. Et comment on va se payer ces bâtiments, l'entretien de ces bâtiments? Moi, je ne sais pas. Un jour, ils vont tous tomber en défaut. Ouais. Donc on donne aux générations futures la responsabilité de ce qu'on fait aujourd'hui. Et quelle est la solution? Qu'est-ce que toi tu as raconté aujourd'hui au Congrès mondial des architectes? Quelle est la méthode que tu leur as expliquée? Moi, je dis qu'il ne faut plus détruire surtout et il ne faut plus construire en ce moment parce qu'en fait, on a assez de bâtiments et on les laisse se dégrader. Il faut les maintenir, ça coûte beaucoup moins de CO2 et beaucoup moins d'argent. C'est peut-être pas le nouveau, pas l'idéal, mais on peut s'adapter à beaucoup de choses. Les êtres humains sont très adaptables à des situations différentes. Et si on veut construire, c'est ou avec des éléments de construction réutilisés ou renouvelables. Là, en terre, tu peux faire ce que tu veux. En terre, avec un toit en fibre, je ne sais pas quoi, ou avec les matériaux locaux. Parce que tout vient, à mon avis, tout est basé sur le pétrole. Et notre soif de pétrole, ça allume ces feux, ces guerres. Et nous, on les paye, en fait, à travers les autres. Et il faut arrêter de consommer autant d'huile, de pétrole. Il faut arrêter tout ça. Et là, le transport va être beaucoup plus cher. Et là, on va retrouver, j'espère, les matériaux locaux. En Alsace, ils ont construit les maisons en terre et avec des branches, du bois. Et dans les Alpes, ils font les toits en pierre, avec ce qu'ils trouvent là. Et ça donne la plus belle architecture vernaculaire. Est-ce que c'est plus cher, ça? Ça dépend, parce que chez nous, la proportion entre travail, le frais du travail et le frais du matériel, c'est tellement faux. Parce que tout le monde veut gagner beaucoup plus d'argent. Et avec cette proportion entre travail et matériaux, on ne peut pas faire autrement. Mais si on donne du travail à des gens qui vivent avec nous, c'est plutôt positif, non? Oui, mais tout le monde travaille trop, de toute façon. Ouais. Et il faudrait travailler 50% pour avoir de l'argent. Et 50%, tu peux donner des soins à quelqu'un d'autre, tu peux faire tes légumes, tu peux faire autre chose. Et on aurait encore tout à fait assez. Peut-être pas autant de plus que les autres, mais certainement assez. Donc au fond, la philosophie que tu défends, c'est accepter de vivre avec moins d'espace, peut-être moins d'énergie, et on peut être aussi heureux. C'est la base du problème. Moins de déchets surtout, parce qu'on jette un tiers des vivres qu'on produit sont jetés. Alors, si déjà on pourrait éliminer tous ces déchets, on vivrait tout aussi bien avec beaucoup moins de travail, avec beaucoup moins d'argent. Et avec les textiles, c'est la même chose. Et avec les constructions, les maisons, c'est la même chose. Et en cas de canicule, est-ce qu'il faudrait moins travailler? Absolument, oui. Moi, j'ai commencé à travailler dans la cave parce que je ne supportais plus. Ah, tu travailles encore alors? Je vais continuer, oui, parce que tu ne peux pas arrêter d'un jour à l'autre. Ah, voilà le problème. Si tout le monde arrête comme à Covid, là, ça va. Ouais. Et moi, j'espérais qu'avec le Covid, on voit qu'on peut faire autrement. Mais ça n'a pas continué. Mais là, c'est la canicule, on aurait dû nous dire on fait une semaine de congé. Voilà. À Bâle, il faisait 39 degrés chez toi. Non, il faut... Moi, je suis restée à la maison en tout cas. Oui. Mais je suis passée au basement, à la cave. Ouais. Donc, est-ce que tu penses que ce congrès donne quand même de l'espoir? Parce qu'il y a quand même
des jeunes gens qui ont l'air extrêmement engagés, qui sont invités dans les... Je parle des panélistes, des gens qui ont été invités dans le programme général. Il y a quand même une génération qui se prépare, non? Si tout le monde fait ce qu'il dit, s'il peut le faire à une plus grande escale, fois 10, fois 100, là j'ai encore un peu d'espoir. Mais le problème c'est si. C'est le si de la phrase. Bon, on va essayer de l'ôter alors, en parlant avec les autres personnes. D'accord. Merci beaucoup Barbara. Et bon séjour, là tu pars visiter le pavillon de Mies van der Rohe, je crois, pour un repas. Le pavillon de Mies van der Rohe, c'est une référence architecturale pour toi? Ah oui, c'est... Ah quand même. Ah oui, c'est génial, c'est beau. Mais c'est une pièce d'art. Une pièce d'art. C'est pas de l'architecture du quotidien, c'est vraiment une pièce d'art. Et ça, il faudrait toujours qu'il y ait une place pour ça. Merci beaucoup pour la réponse. Au revoir papa. Alors à propos de terre et de matériaux locaux, et puisque Barbara Boozer aurait souhaité rencontrer des architectes africains, on allait retrouver Nzinga Mboup, architecte de Vorofila à Dakar, au Sénégal, qui nous raconte comment elle travaille 6 ans après le dossier tracé consacré à ses travaux. Voilà, nous sommes en direct de l'hôtel Princess de Barcelone, en face du centre de congrès. C'est là que la plupart des architectes invités, les speakers, les gens qui ont reçu des prix, se retrouvent avant les conférences. Là, je suis avec Nzinga Mboup, qui est architecte à Dakar, au Sénégal, et qui a présenté lundi ses projets dans une table ronde. Merci beaucoup de prendre le temps de discuter, Nzinga. Avec plaisir. Tu es architecte en charge de l'agence Vorofila. Tu as aussi travaillé notamment avec Vorofila pour réaliser le Goethe Institute de Dakar avec Francis Kéré, tout récemment que vous avez livré. Et puis tu travailles beaucoup avec les produits terre. Avec Vorofila, on en avait parlé dans une édition de Tracé il y a 5 ans en arrière. Et aujourd'hui, tu es venu présenter des travaux plus récents qui montrent que votre agence marche plutôt bien, j'ai l'impression. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du projet que vous avez en cours, notamment à Sébikotane? Sébikotane, ouais. Alors, ce projet qu'on a appelé Laboufou est un projet qu'on a commencé il y a à peu près 3 ans grâce à une subvention du ReArc Institute qui est basé entre Copenhague et Londres. Et c'est un programme qui s'appelle le Practice Lab et qui en fait identifie des architectes partout dans le monde qui font des travaux intéressants et surtout avec on va dire une fibre écologique et leur demande de proposer un projet. Donc pour nous, après je pense on va dire à l'époque 5-6 ans d'expérience au Sénégal, on a identifié le manque de formation comme étant un des problèmes qu'on avait dans nos chantiers de terre. On a donc réfléchi à comment est-ce qu'on pourrait et où est-ce qu'on pourrait implanter un centre de formation. On a décidé d'être en partenariat avec le centre de formation professionnelle de Sébikotane. Sébikotane est une ville au Sénégal qui est en train de muter beaucoup parce qu'elle est traversée par le nouveau train régional. On a eu l'occasion de concevoir la gare de Sébikotane, qui est une gare qui est aussi en terre, mais elle est en briques de terre comprimées, comme le Goethe Institute. C'est un matériau qu'on trouve d'usine comme élémentaire, mais on voulait trouver un moyen en fait de travailler directement avec la terre qu'on pouvait trouver dans un site, surtout que Sébikotane est une ville de latérite. Donc avec ce centre de formation, on a aussi beaucoup appris avec Doudou comment tester les terres, comment construire par nous-mêmes. Donc il y a tout un programme pédagogique sur comment apprendre à façonner la terre et on a exploré d'autres techniques comme les adobes, comme la bauge par exemple. On n'avait jamais construit en Bauge dans cette ville parce que la terre argileuse était disponible et il y a tout un écosystème très riche d'artisans avec qui on a pu travailler. Donc on a pu faire la recherche avant de faire le projet, pendant le projet aussi parce que c'est un projet qui est construit avec les élèves et après ce sera un centre qui servira à faire plus de formation et à continuer à partager ce savoir-faire. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la construction de terre au Sénégal, elle progresse 5 ans après le dossier qu'on avait fait où tu avais écrit ton article? Est-ce que tu vois des nouvelles agences qui émergent, des entreprises qui se forment? Ouais, absolument, tout à fait. On a vu, il y a un projet par exemple dans lequel on a été impliqué, qui est un projet d'État qui s'appelle les Maisons de la Jeunesse et Citoyenneté. C'est un projet où j'ai été associée à la conception et il doit y en avoir 46 au Sénégal. Je me souviens dans la conception on a mis de la terre, mais je savais pas si ça allait
nécessairement marché parce qu'on savait pas s'il y avait assez d'offres, en tout cas de personnes qui pouvaient fournir toutes les briques en terre. Et il y a une entreprise qui a émergé qui s'appelle Compact, qui a, je pense, plus donné des briques de terre comprimées pour au moins 9, si je me trompe pas, de ces maisons de la jeunesse et de la citoyenneté. Et à côté, il y a toute une autre, on va dire, nébuleuse d'entrepreneurs qui font surtout de la BTC et plus d'architectes aussi qui les utilisent sur le projet. Donc, je pense que ça commence un peu à être démystifié comme matériau de terre. La raison pour laquelle aussi, je pense que c'était pour nous important d'ouvrir aussi la voie à d'autres techniques constructives, peut-être plus simples, que plus de gens peuvent s'approprier. Ouais. Très intéressant. Ça veut dire on change un petit peu le récit autour de la terre qui pourrait devenir un peu plus industriel. Mais une question importante parce que il y a une personne que j'ai interviewée, Trung Mai, architecte au Vietnam, et qui me disait ah oui mais dans ces grands congrès UIA, on est souvent appelé, on parsème les tables rondes avec des gens du Sud global, et puis il est toujours avec des thèmes qui plaisent aux Occidentaux sur la durabilité, etc. Mais concrètement, vous savez très bien, j'imagine, comment on navigue dans ce genre de congrès. La durabilité de la terre, c'est vraiment ça qui vous intéresse ou c'est vraiment une question, enfin, comment dire, est-ce que c'est... d'autres dimensions. Oui. À cela. Oui, moi je pense que fondamentalement on essaye d'explorer d'autres formes de produire nos espaces en fait. La terre, elle est intéressante pour nous parce qu'elle est disponible dans nos géographies, elle est très simple à manipuler, ça parle aussi, elle est très connectée à nos traditions aussi, elle est très adaptée à notre climat, en tout cas on peut l'utiliser pour avoir un très grand confort thermique, mais je pense que c'est d'abord des recherches un peu d'autonomie en fait qui nous guident vers ce matériau et c'est vraiment parce que je pense que c'est aussi important de savoir que nous on n'a pas de formule en fait de travailler, on n'a pas une sorte de totem autour de la terre. L'idée c'est vraiment de rester le plus local possible et de trouver des solutions qui sont adaptées à un contexte. Si on travaille dans un désert où il y a que du sable, on essaiera de trouver le moyen de construire avec le sable. Du coup, ce sera pas la terre. Dans d'autres environnements, si c'est du bois, si c'est de la fibre, si c'est de l'eau, on essaiera de trouver le moyen de construire avec. Donc, c'est vraiment important de pas en faire un totem. Et des fois aussi, je pense, de trouver certaines nuances parce que selon les contextes, les gens ont différentes formes de questions. Moi, j'étais dans un panel hier, on parlait d'industrialisation, de comment est-ce qu'on peut faire du préfabriqué en terre, etc. Typiquement, Martin Raroy, dans son contexte d'Autriche. On a vu BC Material aussi, qui trouve le moyen, par exemple, de travailler beaucoup avec la terre excavée parce que c'est dans cet écosystème la façon la plus simple de pouvoir avoir ce matériau. Donc selon les contextes, je pense il y a d'autres dimensions qui sont associées à cela, les dimensions liées par exemple à la certification, etc., qui peuvent être un peu nuancées d'un contexte à l'autre. Donc c'est pas un totem, c'est juste un outil, c'est un matériau qu'on a la chance d'avoir en abondance, avec lequel on essaye de trouver des solutions. Du côté de Sebitokan, vous avez différentes techniques qui sont employées. C'est pas que la BTC. Il y a aussi la terre cuite, tu disais. Et pourquoi est-ce que tout d'un coup vous vous intéressez à la terre cuite ? Revirement. C'est vrai qu'au début, la terre cuite, c'était pas du tout quelque chose qui nous intéressait à cause de je pense, on a en tout cas préféré la terre crue parce que la terre cuite, ça demande quand même beaucoup plus d'énergie dans sa production. Mais je pense déjà le fait d'atterrir à Sebitokan nous a fait déjà réaliser que c'était parce qu'une ville d'argile, elle a eu beaucoup de briqueteries, mais c'est aussi beaucoup de briqueteries qui ont été fermées après par la suite. Et il y a une des raisons pour cela, je pense que c'est la compétition un peu avec le béton parce que beaucoup des mines en fait et beaucoup de l'exploitation de l'argile revient en fait beaucoup au cimentier. Et donc ça a pris une autre dimension pour nous. On s'est dit que ça peut être intéressant aussi d'explorer le travail avec la terre cuite. On a eu des exemples aussi dans l'architecture sénégalaise. Un architecte sénégalais qui a conçu l'hôpital de Kaïdi, qui a gagné le prix Aga Khan. Et c'est un hôpital qui a été construit entièrement avec la brique de terre cuite, mais vraiment toute la structure de cet hôpital et avec un seul élément qui est en fait la brique de terre cuite. Et il a décidé de faire cela parce qu'il voulait pas mettre des enduits, il voulait avoir quelque chose de pérenne et la cuisson, même on va dire de façon artisanale, permettait d'avoir
avoir cette forme de pérennité et tout avait été fait sur site. Les briques étaient faites sur site, ils ont construit des fours sur site, c'était vraiment 100% endogène local. Donc on s'est dit on pourrait avoir une approche beaucoup plus ouverte mais nuancée et essayer d'utiliser au bon endroit. Et là typiquement ça nous permet par exemple en l'agençant avec la terre crue à la protéger par exemple de l'érosion par de l'eau. Donc on insère des briques de terre cuite par exemple dans des murs en terre, on fait une sorte de double pot par exemple, une nouvelle couche extérieure pour protéger le mur intérieur en terre, le mur extérieur en terre cuite pour protéger le mur intérieur en terre. Donc on trouve un agencement un peu tacite pour allier les deux. Voilà, allier la terre. Au fond, le grand critère, c'est la souveraineté matérielle. C'est réussir à trouver tous les moyens d'exploiter le matériau et d'importer le moins possible, d'employer le moins d'énergie possible. Ouais. Et les savoir-faire aussi, c'est très important parce que derrière cela, on s'est rendu compte qu'il y a tout un écosystème d'artisans, de céramistes qui portent une tradition qui est aussi millénaire en fait, surtout pour la terre cuite. J'ai noté qu'il y avait aussi le banco, la tifa qui sont employés. Ouais. Banco, qu'est-ce que c'est? Alors le banco, c'est juste construire en terre. Cette technique, c'est le terme en Afrique de l'Ouest qu'on utilise pour que ce soit construit en adobe, en bauge, etc. Le banco, c'est la construction en terre, on va dire en argile. Mais on s'est retrouvé dans une ville où il y a une terre qu'ils ont décidé d'appeler terra banco. Donc on suppose parce que ça avait déjà été identifié comme étant une terre avec laquelle on peut construire. Donc on a exploré, on s'est rendu compte que ça nous donnait les meilleurs résultats pour la bauge. Donc on a pris la terra banco pour faire du banco. D'accord. Et le tifa, on continue à l'employer. Le tifa, c'est un roseau endémique qui se diffuse dans les rivières. Dans les rivières. Alors c'est une plante invasive. Elle est endémique à certains endroits comme en Allemagne. Il y a certaines espèces endémiques à l'Allemagne et aussi en Amérique du Nord. Pour nous, c'est une plante invasive, mais qui a de très bonnes propriétés d'isolation et qui se régénère. Donc en coupe du tifa, ça repousse assez rapidement. Donc on trouve toujours, on continue en fait l'exploration parce que Doudou l'avait déjà commencé d'élémentaire à produire des panneaux en tifa isolants. Donc on continue de l'utiliser de différentes façons dans les enduits pour faire des panneaux acoustiques, etc. Parce qu'on a trouvé aussi un artisan à Sébikotane qui savait tisser du tifa et qui a fait sa maison en tifa. Donc on a sauté sur l'occasion pour continuer ce travail, surtout qu'il était pour le coup ancré vraiment dans le territoire. Ouais. Dernière question, tu es aussi un peu une ambassadrice de l'Afrique de l'Ouest grâce au programme CCA-CO, qui pendant 4 ans, tu as représenté un programme de recherche autour de l'Afrique et ses archives, enfin de l'Afrique de l'Ouest, qui va arriver à un résultat. Il y a un livre qui est en cours, qui va être publié à l'automne, c'est ça? Oui, c'est ça. Normalement, on compte en fait le publier pour la Biennale de Dakar. C'est un travail donc de 3 ans, l'aboutissement d'un travail de 3 ans où j'ai trouvé important de connaître en fait l'architecture des aînés, surtout de la première génération d'architectes formés au Sénégal, parce qu'on a eu une école nationale après l'indépendance et qui a formé des architectes remarquables, comme cet architecte dont j'ai parlé, qui s'appelle Biraïnian, qui a construit ce fabuleux hôpital qui aujourd'hui n'existe plus et qui lui a valu le prix Aga Khan. Donc ce sont des architectes qui sont encore là. Leur histoire ne sont peut-être pas connues de tout le monde, mais je voulais utiliser cette opportunité pour justement leur donner l'occasion de raconter leur propre histoire, pour pouvoir m'en imprégner. Moi, ça m'a beaucoup inspiré, notamment pour le projet de Sébikotane. D'ailleurs, petite anecdote, le céramiste qu'on a trouvé à Sébikotane était celui qui avait fait les briques pour l'hôpital de Kaïdi. Et c'est ce même architecte Biraïnian qui l'a installé à Sébikotane. Il était là, on ne connaissait pas cette histoire, donc grâce à ce travail de recherche, ça m'a permis aussi d'étendre en fait notre histoire et puis de comprendre aussi que beaucoup de ce qu'on fait maintenant, c'était des préoccupations qui portaient aussi déjà dans les années 70-80. Ils ont beaucoup travaillé avec la terre, exactement. Donc, on est juste dans la continuité d'une très très grande histoire architecturale. Merci beaucoup Ozinga et très bonne fin de congrès ici à Barcelone. Merci beaucoup. Alors comme on est dans la terre, eh bien restons-y avec Ken de Kooman, architecte chez BC Materials à Bruxelles, que je rencontre à l'issue d'une passionnante discussion autour de l'industrialisation naissante des produits terres. Ken de Kooman, qui est un des responsables, un des cofondateurs de BC Materials, Architecture, Materials et Studies. C'est donc une entreprise qui a 3 pôles de recherche sur les matériaux terres, biosourcés, géosourcés. Il vient de sortir d'une discussion avec Martin Rauch, le CEO de Leemton Erde, que vous connaissez bien en Suisse, et Christian De Heer de Hive Earth, basé à Accra, au Ghana. Alors, merci beaucoup d'être avec nous, Ken de Kooman. Tout d'abord, BC Materials, c'est pas facile à comprendre pour nous. Vous faites à la fois l'architecture, vous faites de la recherche sur la terre, vous faites aussi du développement des matériaux. Comment vous êtes arrivé à construire cette triade entrepreneuriale?
Ouais, en effet, nous sommes commencés comme un bureau d'architecture qui s'appelle BC Architect. Mais dès le début, on a aussi déjà BC Studies, ce qui est plutôt orienté vers la recherche, éducation et des choses comme ça. Et donc après quelques temps de faire des projets géosourcés dans nos propres projets et aussi pour des autres architectes, mais comme bureau d'architecture pour des autres architectes. Et donc ça devenait un peu bizarre. Et donc on a bien réfléchi et on a dit ok, on va faire une activité séparée de ça pour promouvoir des matériaux en terre crue dans notre culture de construction, disons en Benelux, avec une petite partie de France du Nord et une petite partie de l'Allemagne. Et donc aujourd'hui, c'est 3 entités, donc BC Architect, BC Studies, BC Materials. BC Architect et BC Materials sont des coopératifs de travailleurs, et BC Studies, c'est un ASBL. Et donc, ASBL, ça veut dire Association sans but lucratif, donc non-profit. Mais donc voilà, c'est un groupe aujourd'hui d'environ 40 personnes. Et donc qui font des activités par ces 3 pôles. Ouais. Ouais. Et quand est-ce que vous allez faire un pôle immobilier pour développer vos propres projets? On n'a pas envie de faire ça. On a envie de faire BC Construction, de faire la mise en œuvre. On a vraiment envie de faire ça. Par contre, on est limité par la loi belge qui dit que des architectes ne peuvent pas être liés à des entreprises de construction, pas du tout. Et donc voilà, on fait tout ce que nous pouvons faire légalement en Belgique maintenant. On va pas refaire le procès de Fernand Pouillon, mais on a beaucoup parlé de ce sujet hier avec Barbara Boozer, qui disait dans la discussion qu'aujourd'hui les architectes, s'ils veulent pouvoir maîtriser un projet, ils doivent investir parfois, pourquoi pas, dans l'immobilier. Dans votre cas, pour maîtriser la construction de terre, vous avez été forcé en fait de créer votre entreprise de construction. Disons que nous avons tous fait de l'autoconstruction dans nos propres maisons. Ouais, donc ouais. Tous notre failures des premiers essais avec de la terre crue sont dans notre propre maison de BC. Et donc, ainsi qu'on a fait les premiers essais, bien sûr, et on a appris. Et après, on a fait petit à petit des petits projets d'abord, puis un peu plus grands. Donc, on a à chaque fois... En fait, c'est beaucoup de contrôle de risque dans l'apprentissage de nous comme groupe. C'est beaucoup de dessin, de conception, de comment gérer les risques. Donc, en fait, on ne fait pas seulement la conception des bâtiments, c'est la conception des processus. Et on pense, OK, si on veut faire ça, qu'est-ce qu'on doit faire? Et inclus dans cette conception d'un processus, c'est combien de risques est-ce qu'il y en a vu l'état de connaissance que nous avons maintenant. Ouais. Et donc à chaque fois on essaye de concevoir la bonne étape plus loin, ouais. Pas trop grand, pas trop petit, ouais. Pour dans un projet pour pouvoir apprendre. Et donc en fait c'est ce que j'ai dit ici ce matin, c'est en fait nous créons des learning environments. Je ne sais pas le mot en français. Oui, un environnement de partage de connaissances. Voilà, de partage, mais aussi pour apprentissage, pour nous-mêmes. En fait, learning environments pour nous-mêmes. Chaque projet, c'est un nouveau école pour nous. On vraiment le conçoit comme une école, et comme ça, on peut augmenter pas par pas nos expériences, notre expertise et notre connaissance. Avec le but d'aller un peu plus dans la standardisation des processus. J'ai cru que c'était un peu le sujet de la discussion que vous avez eue avec Martin Rauer et Christian De Heer ce matin. C'était comment est-ce qu'on change aussi l'image qu'on associe à la terre, qui est un matériau qu'on vend toujours comme étant très archaïque, ancestral, alors qu'on réalise que c'est vraiment un problème de comment industrialiser la terre aujourd'hui. Hein. C'est ce que fait d'ailleurs Martin Rauer avec son usine en Autriche. Par exemple, quand vous faites un projet de terre, vous devez à chaque fois recommencer une formulation. Ça veut dire analyser la terre du site, vérifier ce qu'on peut faire avec, avant de recommencer. Donc on recommence à chaque fois un projet qu'on fait de la terre. Comment est-ce que vous arrivez, vous, à aller un peu plus dans une standardisation afin de baisser les coûts de chaque projet? Ouais. Donc, en fait, on a des projets sur mesure, ainsi qu'on a une gamme de matériaux standards que nous vendons sur le marché. Et donc,
on fait les deux. Bien sûr que les projets sur mesure, ils sont beaucoup plus chers parce qu'il faut caractériser les terres, il faut tester les produits, les techniques de construction en terre crue après. Et donc, c'est tout un processus qui prend du temps et du budget. Et c'est pour ça qu'on a en fait un peu standardisé ça. Donc, on a identifié des couches géologiques qui sont excavées dans des sites d'excavation, des sites de construction. À Bruxelles et autour de Bruxelles. Et donc, on travaille ensemble avec un centre de recyclage qui, comme un stockage temporaire, garde certains tas de terre de différentes couches géologiques où nous reformulons nos produits. Ce sont des formules fixes parce qu'on sait que tout ce qui est mis sur ce tas, c'est le même type de terre, même s'il vient d'un autre site de construction. Et donc, ça, c'est un essai de homogénéiser et de baisser les coûts et le temps avant qu'on peut construire avec la terre. Mais je dois dire, en fait, nous sommes dans une culture de construction. En fait, maintenant, on a beaucoup d'expérience avec la terre. On a maintenant presque 15 ans qu'on est dans la terre. Et donc maintenant, quand on arrive à un chantier quelque part, dans notre pays, dans notre biorégion, en fait, on sait directement qu'est-ce qu'on peut faire avec et c'est quoi la formule. Ah oui. Mais ce n'est pas accepté. Tu vois, donc c'est notre culture de construction qui n'accepte pas qu'un craftsman qui connaît ces choses va faire des matériaux en terre crue pour un projet. Ils veulent avoir du testing. Donc si c'est bespoke, on ne peut pas sortir de toute cette caractérisation et tous ces tests à cause de la confiance qui doit être construite dans le projet, plutôt qu'à cause de vraiment obtenir de nouvelles connaissances. Parce qu'en fait, on a déjà cette connaissance. Mais donc voilà, c'est la culture de construction où on en est, et donc il faut un peu suivre, ça. Le bio-régionalisme, c'est en général lié au bassin versant, c'est ça? C'est l'idée qu'il y a une sorte de cohérence matérielle et paysagère dans une région donnée. Hein. Ouais, donc exactement. on doit revenir à cette compréhension-là pour pouvoir communiquer aussi et convaincre l'utilisateur. Voilà, exactement. Et pour nous, on appelle ça un bio-région, mais en fait, on peut aussi appeler ça un bio-géo-région. Donc, c'est le sol, la terre au-dessous de nos pieds, ainsi que les plantes à côté de nous. En fait, c'est ça qu'il faut comprendre, qu'est-ce qu'on trouve ici et qu'est-ce qu'on peut faire avec. C'est ça une connaissance bio-régionale. Et dans le bio-régionalisme, il y a aussi une leçon sur le climat, parce que chaque région a son propre climat. On est en pleine canicule aujourd'hui, c'est absolument désastreux ce qui se passe en Europe. Est-ce que le matériau terre, les matériaux biosourcés sont une réponse au faux débat clim ou pas clim ? Ça peut contribuer à une meilleure climatisation. Si ça va être la seule solution qui va résoudre tout, je pense pas non plus. Donc, mais il faut de nouvelles stratégies et bien sûr les matériaux bio-géorégionaux, bien sûr qu'on peut les utiliser, leurs caractéristiques dans des canicules. Bien sûr qu'il y a la masse thermique, mais ça c'est la même chose pour le béton. Mais plus important, c'est le confort thermique qui est très défini par le pourcentage d'humidité relatif dans une pièce. Et donc ça, en fait, la terre crue, ensemble avec des fibres dans une construction, donc une construction qui est ouverte à la vapeur, en fait, ils peuvent faire un buffer, une régulation d'humidité qui en fait a une grande influence sur le confort thermique. Donc même si la température reste la même, l'humidité relative baisse dans un été avec beaucoup d'humidité et donc le sentiment de chaleur baisse aussi. Et il y a un autre, en outre de la masse thermique, comme j'ai dit avant, mais en fait il y a aussi le fait que pendant la nuit, quand il fait plus froid, mais aussi quand on peut laisser cross-ventilate. Une ventilation traversante. Voilà, quand on peut faire la ventilation traversante dans une pièce, dans une maison, en fait, cette humidité qui est absorbée pendant la journée par les matériaux biosourcés et géosourcés, parmi la terre, en fait, peut de nouveau évaporer avec la ventilation qui est là pendant la nuit et de nouveau refroidir la pièce. Parce que quand l'eau va d'un état liquide dans la terre, liquide, mais c'est sec, mais je veux dire microscopiquement liquide, et ça évapore comme un vapeur, alors il y a de l'énergie qui est prise, et donc les murs deviennent
plus froid. Ouais, c'est comme les plantes qui laissent un petit peu de rosée le matin c'est ça. Dans une forêt. Et à ce moment, en Europe, ils sont en train de rechercher ce phénomène parce qu'ils n'ont pas encore recherché, surtout dans la construction en bois, parce qu'on a une construction en bois léger et donc on insère de la terre parce que c'est de la masse thermique. Mais en fait, on commence à comprendre que les bons résultats ne sont pas seulement liés à la masse thermique, c'est aussi lié à ce principe de l'humidité. Et donc, c'est une recherche en cours. Mais l'humidité, jusqu'à très récemment, on voulait plutôt l'éviter absolument dans les projets de construction parce qu'il dégrade la matière. Hein. Et ça, c'est une question importante pour vous, pour la Terre. La maintenance, comment est-ce qu'on assure que les bâtiments réalisés en pisé, en BTC, en briques de terre, donc, etc., vont durer aussi longtemps que ces vieilles fermes qu'on voit au bord du Rhône, sans susciter des interminables chantiers de rénovation. Ça, c'est une crainte, non, quand même? À ce moment, c'est une crainte parce que le matériau n'est plus connu en fait. On a un peu perdu les connaissances d'avant, mais en fait, il faut de nouveau créer une nouvelle culture de matériaux. On a fait ça très bien pour le béton et l'acier, mais au début, on utilisait le béton n'importe comment et on avait beaucoup de problèmes très dangereux, des collapses et des choses comme ça avec le béton au début. Et donc en fait, il faut une connaissance de la matériau par tout l'acteur de la construction, même les assureurs, bien sûr l'architecte, bien sûr l'entreprise, l'ingénieur et comme ça. Et en fait, s'il y a cette culture de matériaux, par exemple les problèmes d'humidité ou de réaction contre l'humidité excessif de la terre crue, en fait, peut facilement être résolu. Et donc, c'est ça que nous faisons. Beaucoup de workshops, beaucoup de communication. On est avec les entreprises sur chantier pour bien implémenter les matériaux. On avise les architectes. Et donc, pour moi, ce n'est pas nécessairement un problème de la terre crue spécifiquement. C'est plutôt un phénomène d'une culture de matériaux qui est très naissante. On doit réapprendre la maintenance comme faisant partie du projet de construction. Alors une dernière question maintenant, parce que les discussions continuent ici à l'UIA avec tous ces invités. Qui va soutenir financièrement ce matériau, enfin les matériaux biosourcés, géosourcés? C'est aussi une grande question qu'on se pose. Hein. On voit en Autriche tout d'un coup des usines qui sont en train de prendre place. Pour ça, il faut des fonds, il faut de la confiance, ça prend beaucoup de temps. De votre côté, est-ce que vous arrivez à trouver soit des soutiens type fondation, type soutien d'État, ou alors des maîtres d'ouvrage qui sont prêts en fait à payer une plus-value pour soutenir la cause? C'est ça. Oui, il faut à chaque fois trouver le bon mix des opportunités au niveau de financement. Chez nous, chez BC Materials, on a environ 10% d'aide d'État depuis le début, différents projets de subsides, donc pas structurellement, mais par hasard, c'était environ autour de cet montant. Sous quelle forme? Par exemple, développement expérimental pour des produits donc liés à la service ou l'institution d'innovation de la région bruxelloise, par exemple, région flamande aussi parfois, nation belge aussi, la nation belge. Et donc, en fait, il faut un peu cadrer ça dans des projets, mais on a pu faire notre recherche et développement très stable et ça a grandi avec notre revenu au fur et à mesure du temps. Et donc ça nous a beaucoup aidé. Et l'autre aspect, c'est que d'abord, avec la terre crue, en fait, d'abord, notre marché qui apporte le plus de finances, c'est le marché high-end. Donc ça veut dire bespoke projects, des gens qui vraiment croient dans le matériau et qui ont aussi des budgets pour vraiment investir dans ça. Et ça nous a permis de aussi monter notre gamme de matériaux LEEM, qui est plus bon marché que le high-end, parce que c'est standardisé et qui maintenant en fait commence à croître. Donc notre financement est en train de changer. Au début c'était plus high-end et donc maintenant ça devient plus la gamme standard qui apporte des revenus. Et donc je pense que ça veut dire que c'est une marché qui
doucement, hein, on ne peut pas dire que tout à coup tout est résolu dans le marché en terre crue, mais doucement devient un vrai marché et plus une niche. Donc, c'est ce qu'on appelle la théorie du ruissellement, hein, ça ruisselle peu à peu. Je ne connais pas la théorie du ruissellement, mais je vais dire oui. Ça veut dire d'abord investir dans les projets un peu phares, un peu pharaoniques, pour qu'après que le pharaon ait fait une pyramide, le peuple puisse aussi faire ça. Communication, hein, parce que, comme Martin Rauch dit toujours, c'est beaucoup plus difficile de vendre un mur en terre que de faire un mur en terre. Et donc, c'est cet aspect, hein, beaucoup de communication, beaucoup de apprentissage, un transfert de connaissances, partage de connaissances, avant qu'un marché s'établisse. À ce propos, vous connaissez évidemment les collègues de TerraBlock en Suisse romande. Ce sont nos bons amis. Ouais, bien sûr. On échange beaucoup avec TerraBlock sur tout, hein, comment gérer une boîte qui fait de la terre crue, comment faire certaines recettes qui marchent bien avec certaines ressources. Lesquels sont les défis, lesquelles sont les opportunités, qu'est-ce qui est le futur. Donc voilà, on est en contact continu en fait. On n'est pas encore dans la concurrence, on est vraiment dans l'entraide. Non, parce que c'est un peu différent. Hein. Donc en fait, la terre, c'est local, on est avec les terres excavation. Le moment qu'on transporte les terres très loin, alors on perd tout l'enjeu de l'impact environnemental et toute la connexion avec l'écosystème local. Et donc en fait, la terre crue, personne n'a vraiment envie de centraliser ça. TerraBlock n'a pas envie, nous n'avons pas envie, Terrio à Paris n'a pas envie, Oskam à Rotterdam n'a pas envie. Et donc en fait, ce que tu vois, c'est que c'est très bon pour une sorte de collégialité entre ces producteurs en terre crue, parce qu'on sait qu'on est plus de collègues que de la compétition, parce qu'on est liés à nos terres. C'est un très beau mot de la fin. Je ne sais pas si tu veux rajouter autre chose. C'est bon, je le fais exprès. Merci beaucoup Ken de Koman pour la conversation et bonne journée à Barcelone au Congrès mondial des architectes. Merci et à la prochaine alors. Et nous voici à nouveau au Congrès mondial des architectes à Barcelone, cette fois-ci en compagnie de Maxence Grangeau. Maxence aussi, on l'a rencontré, souvenez-vous, au Baukultur Festival, c'était en novembre. C'est grâce à la recherche qu'il effectue au Structural Exploration Lab de l'EPFL, de SXL, qu'on a mis en place ce grand pavillon en béton recomposé à partir de morceaux de béton démolis. Donc du béton démoli qui fait à nouveau du béton. C'était du réemploi à grande échelle. Alors tu t'apprêtes à prendre la parole sur la grande scène du Centre des Congrès de Barcelone pour parler avec Baukunst, avec H Architects et Mio Tsuneyama et d'autres sur la question de comment rentrer dans la circularité, becoming circular. Alors qu'est-ce que tu t'apprêtes à raconter à l'assistance, Maxence ? Alors déjà, ce qu'on va raconter, c'est un peu cette recherche académique, comment elle est née et le potentiel qu'on a de pouvoir, en l'occurrence, réemployer du béton, l'impact environnemental que ça peut avoir, mais aussi sur les supply chains, comme on dit, sur la façon de mettre en réseau différents acteurs et actrices du milieu de la construction qui actuellement ne se parlent pas forcément de cette façon-là. Donc c'est pour favoriser un peu ces échanges et puis réfléchir un peu plus largement sur ce que ça implique en termes d'architecture, en termes de tectonique, en termes de qu'est-ce que ça veut dire d'être architecte dans ce monde d'aujourd'hui, de rendre les choses un peu plus circulaires. Ici, on a un panel qui est composé que d'architectes. Alors, il y a deux questions. Dans la question, il y a à la fois des architectes qui sont plutôt de Suisse, d'Espagne et puis de Belgique. Donc, on a un petit peu les trois pays européens, je crois, qui se positionnent à la pointe du réemploi. Est-ce que tu dirais que c'est un peu le cas, qu'aujourd'hui, il y a quelques pays qui mènent un petit peu le débat sur le réemploi? Et puis, est-ce qu'on peut vraiment faire ce débat si on reste entre architectes? Ou est-ce qu'il faut avoir d'autres personnes? Ouais, c'est une très bonne question. Alors, en effet, je pense qu'il est absolument primordial d'élargir le débat et la discussion à d'autres acteurs du milieu de la construction. Et c'est, je pense, une des grandes lacunes un peu de ce congrès, c'est qu'on est entre architectes. Et encore, c'est une infime partie des architectes, c'est des architectes occidentaux la plupart, qui ont une pratique toute très orientée un peu dans le même environnement. Donc non, je serais pour
inviter beaucoup plus de monde autour de la table. On a par exemple des amis, on a des Holcim juste derrière le mur, comme mais soutien, comme soutien financier, qui sont pas invités autour de la table. Après, on est habitué aux interventions de Holcim et de ce qu'ils provoquent, mais non, ça vaudrait la peine d'avoir beaucoup plus d'ingénieurs civils, d'industriels de la préfabrication, de maîtres d'ouvrage, de public, tous ces gens-là qui font aussi la ville. Et notamment, c'est ce qu'on va essayer de présenter aujourd'hui, c'est le projet qu'on fait ici à Barcelone, c'est de mettre en réseau tous ces gens-là pour pousser l'innovation de façon tangible dans la ville. Et donc on va présenter un peu comment ce projet de recherche EPFL a été transitionné pour en faire des infrastructures, notamment des murs de stationnement à Barcelone. Ah, intéressant. Donc ça veut dire que là, on passerait à l'échelle 1-1, disons. Bonjour, ça va? Ouais, super. Donc ça veut dire qu'on passerait, on pourrait trouver un véritable usage pour cette recherche qui sort à peine de l'œuf. Elle est vraiment sortie des laboratoires de PFL il y a pas très longtemps. Et vous trouvez déjà une manière de l'appliquer. Ouais, exactement. Parce que je pense que les municipalités se rendent compte qu'à l'échelle locale, ils ont toute cette matière qui est pour eux des déchets et comment ils ont tout intérêt à faire cette circularité directement localement et à la favoriser localement. Donc la municipalité de Barcelone a été très proactive pour lancer cette compétition. Et donc c'est pour ça qu'on est présent aujourd'hui, c'est pour essayer de montrer que c'est plus juste une recherche académique, mais que ça a vraiment une application industrielle et très tangible en termes de réduction d'impact environnemental. Alors si tu veux bien, on va quand même décrire un petit peu pour être dans le détail. Il s'agit donc de réemployer des morceaux de béton qui sont issus d'une démolition. Et après, on doit les réassembler en un mur cyclopéen. Mais ça demande énormément d'énergie rien que pour manipuler ces blocs de pierre. Comment ça fonctionne ? Ouais, exactement. Alors on vient, la façon dont fonctionne cette méthode de construction, c'est d'aller chercher les gros blocs de béton de démolition, soit dans les sites de démolition directement ou les sites de recyclage de béton où il y a un approvisionnement constant de cette matière, de ces déchets, pour venir ensuite les transporter sur le site d'assemblage et venir les remaçonner pour en faire des structures porteuses. Dans le cadre de cette recherche, on a développé deux façons de fabriquer. Il y a la fabrication sur site où c'est vraiment, on respecte les règles de maçonnerie et on assemble verticalement les blocs dans un coffrage grimpant. Et l'autre méthode, c'est la préfabrication horizontale qu'on a développée en partenariat avec des acteurs locaux suisses, notamment Prelco, et donc qui permet d'être beaucoup plus efficace aussi en termes de main d'œuvre et donc d'adresser une échelle et des coûts qui sont plus intéressants pour la pratique d'aujourd'hui. Donc je crois qu'on reparlera de ce projet avec Prelco dans la Baukultur Radio. Voilà, merci beaucoup Maxence Grongeau. On va te laisser maintenant monter sur la scène pour commencer le débat. Bon débat et bonne soirée à Barcelone. Merci bien. Et là, je suis avec Rocío Calzado López, qui est architecte, mais aussi spécialiste en sciences politiques. Elle conduit en ce moment un doctorat. Elle s'est posé la question que vous posez régulièrement. Mais pourquoi, au fond, est-ce qu'on démolit tant de bâtiments en Europe ? Et c'est la question qu'elle s'est posée comme architecte. Et c'est ce qui l'a poussé à commencer un doctorat à l'école des Ponts et Chaussées à Paris, en sciences politiques. Alors, Rocío Calzado, pourquoi est-ce qu'après 5 ans de travail à l'école des Ponts et Chaussées à Paris, est-ce que tu arrives à comprendre, à démêler la question pourquoi est-ce qu'on continue à démolir aussi massivement le patrimoine d'après-guerre en Europe ?
C'est une bonne question. Et le début de cette recherche vient du fait que je suis espagnole et qu'en Espagne, on ne démolit pas. Et quand j'arrive en France et qu'on se pose tout le temps la question de pourquoi il faut démolir les grands ensembles, on se la pose de façon plus totaliste, comme si c'était la norme. Mais en fait, c'est pas complètement la norme. House Europe, elle parle de la démolition comme si c'était partout en Europe, mais il y a des grandes différences entre les différentes nations qui démolissent ou pas. Et donc, en France, on démolit beaucoup, aux Pays-Bas, on démolit beaucoup, en Belgique, etc. En Suisse, vous démolissez. En Suisse, il y a beaucoup de démolitions. Chaque pays a des raisons très différentes, donc je peux vous parler de la raison française. Pourquoi on démolit? C'est une question purement très économique avec un petit côté de racisme derrière. On démolit parce qu'il y a une agence qui a des intérêts privés et qui récupère du foncier après les démolitions. C'est une agence publique mais financée par cette autre intérêt privé, et donc il y a tout un système, une construction économique derrière qui fait que cette démolition a des intérêts pour les privés. Je pense que tout ça est quand même soutenu au niveau politique parce que ça arrange l'État, ça arrange les différentes communautés à détruire des communautés qui se sont formées probablement avec des groupes nationaux différents, des communautés qui se sont construites peut-être pas à l'intérêt de l'État, ou en tout cas c'est comme ça que je pense qu'ils se les voient. Et donc faire ces démolitions aussi, c'est en partie détruire ces communautés qui viennent chaque membre de cette communauté réhabiter quelque part différent. Donc il y a, je pense, un mélange des deux. Une partie économique, mais de l'autre partie, je pense qu'il y a une question idéologique. Une partie politique, idéologique, donc comment se débarrasser de ghettos, ouais, de personnes qui sont pas forcément les meilleurs, contribuables au niveau des impôts. Tout à fait, non, parce qu'il y a cette notion de ghetto, c'est intéressant. En France, ils se parlent de la mixité sociale, mais c'est toujours drôle. On parle de mixité sociale quand c'est les quartiers des pauvres. On parle jamais de mixité sociale quand c'est le quartier des riches. Personne va à Neuilly-sur-Seine à dire il y a pas de mixité sociale. Alors qu'il y a un manque très fort de mixité sociale là-bas. Et puis c'est drôle parce que quand on va à les quartiers populaires, les jeunes nous disent ils nous parlent de mixité sociale, on est déjà mixte. Et c'est le cas, c'est des sociétés très mixtes. Donc en fait, c'est une fausse mot qu'on utilise pour cacher derrière des fortes croyances idéologiques d'un système qui vise à séparer des communautés qui embêtent l'État pour A, B ou C raisons. On t'a rencontré lors du Baoculto Festival, c'était en novembre dernier. On avait projeté le film que tu as fait avec Docar Film et qui a beaucoup tourné dans les biennales et ici à Barcelone encore. C'est un film qui montre 4 différents scénarios de transformation, de démolition, de privatisation et puis de maintenance de différents projets en Europe. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu pourquoi est-ce que comme architecte, tu es venu à faire ce film et est-ce que ça, ça fait avancer un petit peu ton travail et pourquoi est-ce qu'on devrait faire plus de films peut-être? Je ne sais pas si on devrait faire plus de films, mais en tout cas, on a fait cette film parce que justement, on s'est posé la question de pourquoi on démolit ou on démolit pas, et on voulait savoir si en effet on démolit autant. Donc on est allé faire un voyage en Europe pour voir quel est l'état de ces grands ensembles qu'on a construits dans l'après-guerre, et on s'est rendu compte que chacun a évolutionné d'une façon très différente. Il y a certains qui en effet ont été démolis, certains qui ont été privatisés, ce qui est le cas dans beaucoup des pays de l'Europe de l'Est, aussi en Espagne. Il y a certains qui ont été transformés dans une meilleure ou une pire forme, et après il y a certains qui ont été très bien maintenus. Et donc la question de la maintenance, c'est intéressant parce que c'est de ça qu'ils nous parlent tous les habitants quand on commence à faire des recherches sur les logements sociaux, quand on commence à les visiter. La première chose qu'un habitant va nous dire, c'est si ici c'est bien maintenu ou pas. C'est une chose qui impacte directement la qualité de vie des usagers. Et c'est drôle parce que c'est pas un sujet dont on parle assez quand on est architecte, alors qu'on les voit bien, les habitants, ils aiment bien si leur plan est joli, ou s'ils ont une belle vue, etc. Mais surtout, ils ne veulent pas que ça pue la pipi dans les ascenseurs. Et donc ça, c'est des questions de maintenance. Et c'est drôle à quel point ça prend encore plus de place dans les cas des grands ensembles, dans les cas des logements sociaux. Je pense qu'on devrait en parler plus et utiliser dans ce sens-là les films parce que c'est un bon moyen pour parler de maintenance, vu que c'est une pratique qu'on peut dans l'action. Tu vois, il y avait Carl Lemoine qui avait déjà fait les films de collage sur les ménages dans la maison Lemoine. Donc en fait, c'est un moyen qui se prête bien au sujet de la maintenance. C'est plus réaliste, c'est plus dans le son, dans le lieu, dans le présent, mais ça plaît pas beaucoup aux architectes qui préfèrent en général des choses toutes neuves, toutes propres. Je voulais te poser la question quand même, en quoi est-ce que la question de la maintenance concerne les architectes? Ça relève plutôt des propriétaires, des gérances, de la conciergerie?
L'architecte, il se responsabilise peut-être un peu trop vite de sa propre création et livre les bâtiments et après, on ne sait pas ce qui se passe avec lui. Alors qu'il y a des cas, on vient de le voir dans les présentations d'aujourd'hui, où il y a des architectes qui monitorisent leurs bâtiments après un an, 2 ans, 3 ans de vie. Et ça, je trouve hyper intéressant parce que les architectes ont pas beaucoup à apprendre de notre propre pratique, pas juste en passant de temps en temps, mais en faisant des vraies recherches sur ce qu'on a construit, ce qui pourrait améliorer énormément notre discipline. Mais ça a un coût quand même pour les architectes s'ils doivent commencer à préparer la maintenance en faisant le projet. Est-ce que tu connais des agences qui font ça à Barcelone ou ailleurs et comment est-ce qu'on arrive à financer le travail de réflexion architecturale sur la maintenance? Alors ça, c'est la vraie question. On connaît des agences qui font des protections des héritage patrimonial, non, des transformations. Et on a parlé en France de l'héritage architectural depuis un moment. Il y a aussi des architectes des copropriétés, c'est les architectes gérants d'une communauté. Et donc, je pense que de plus en plus, je connais quelques-unes des agences qui commencent à croiser un peu tout ça, de se dire que l'héritage patrimonial, que Chaillot et toutes ces grandes écoles qui étudient les patrimoines, c'est peut-être la même chose que les gens qui font des petites transformations dans les patrimoines de l'après-guerre, qu'à la fin, on traite les construits, et je vois pas pourquoi on devrait traiter mieux un bâtiment du 18e qu'un bâtiment construit il y a 40 ans. Après, la question, c'est en effet, qui paye ça et comment on paye ça? Et donc, c'est peut-être aux bailleurs, c'est peut-être aux mairies, c'est peut-être des nouveaux dispositifs qui doivent se mettre en place, mais qui a tous des intérêts économiques, parce qu'on voit bien que si on maintient bien les bâtiments, on a moins de besoin de transformer, et le coût de la transformation n'est pas le même qu'un coût de la maintenance. Donc en fait, c'est toute une logique économique, mais qui doit un peu changer. Pourquoi? Et j'ai fini avec ça, parce que la transformation, en tout cas des logements sociaux, c'est souvent des morceaux d'investissement d'un coût, qui peut-être viennent d'ailleurs, de la municipalité, des fonds européens, etc. Là où la maintenance doit être assumée par chacun des bailleurs, des entités qui gèrent les bâtiments. Et donc, il y a une logique là économique qui change complètement la différence entre l'argent qu'il est prêt pour être déposé sur la maintenance et celle de la transformation. On a vu des exemples de Johan Ravetlat, qui dirige une agence à Barcelone, qui a fait des rénovations et des transformations de logements sociaux en périphérie de Barcelone qui sont absolument exemplaires, j'ai l'impression. Et lui disait, les immeubles démolis ont parfois plus de valeur matérielle que ceux que l'on construit aujourd'hui, parce qu'il y a des matériaux nobles, la céramique en façade, la brique, etc. Et il disait, mais en fait, on perd un capital énorme quand on les démolit. Par contre, aujourd'hui, on a un climat qui se réchauffe. Et puis, on a une société qui a changé avec des personnes qui vivent seules ou à deux dans des pièces, dans des appartements, une pièce, 2 pièces. Est-ce que finalement, est-ce que c'est pas plus facile pour un promoteur, pour un propriétaire de tout démolir et recommencer? Est-ce que vraiment il a intérêt économiquement à conserver son patrimoine? Je pense que dans tout ça, il y a une question d'inertie. Plus on démolit, plus on sait démolir, moins ça coûte. Plus on s'est transformé, moins ça va coûter aussi. On crée des connaissances. Donc il y a un peu d'inertie dans l'industrie vers la démolition ou vers la transformation que je pense qu'il faut pousser. On a tout intérêt à transformer. Ça va complètement dans la logique de ce qu'on parle aujourd'hui, de garder des matériaux, de diminuer les coûts carbone, de diminuer les coûts économiques de chacun des bâtiments. Mais du coup, il faut créer ces connaissances, il faut pousser pour ces connaissances. Je pense que c'est le rôle des architectes praticiens, des gens dans la recherche, des filmmakers, des gens ici dans ce congrès, de pousser pour qu'on commence à avoir honte de la démolition et à se dire qu'on a ce patrimoine qui existe. C'est notre devoir comme discipline, comme groupe de professionnels, de les mettre en valeur et de demander l'importance qu'elle a et du coup les fonds qui viennent avec. Et le réemploi, on peut démolir si on peut réemployer les éléments, non? Il faut aussi réemployer, on peut démolir des morceaux et transformer, mais je pense que c'est une logique générale qu'il faut appliquer à l'industrie. Le réemploi, c'est encore plus difficile. Je pense que ça donne encore plus de problèmes, mais c'est là où peut-être qu'il y a de nouvelles technologies. J'ai un collègue qui travaille ici à l'IAC, qui ont des robots ou qui scannèrent des pièces. Donc, ils font possible le réemploi avec de nouveaux outils que peut-être à l'époque on n'avait pas. On a IA pour reconnaître les matériaux, etc. Donc, je pense qu'il faut complètement pousser là-dedans et commencer à se débarrasser un peu de cette idée que la transformation, de toute façon, ça coûte trop cher, c'est beaucoup trop compliqué. On peut quand même démolir un peu. Je pense qu'il faudrait avoir un peu de honte dans la démolition. C'est des dogmes que la Caton Vassal, ça fait 25 ans qu'ils en parlent et on portait d'une façon très dogmatique, mais je pense que ce dogmatisme donne un peu de force au discours. Et quand on démolit, c'est pas que de la matière qu'on démolit, hein, c'est aussi des histoires.
c'est des mémoires, c'est des communautés, c'est des liens. Et démolir tue des gens. Il y a des mamies qui sont dans un bâtiment depuis 60 ans, qui dépendent de tout leur réseau proche pour pouvoir vraiment exister, avoir des courses les journées, etc. Et on les voit, c'est des gens qui, les jours qu'on les déménage, peu après, ils peuvent mourir parce qu'ils perdent les réseaux des soins qu'ils ont développés pendant X années. Merci beaucoup, Rocío Calçado. On est donc au Congrès mondial des architectes. On parle beaucoup ici de maintenance, entretien et soins donnés aux bâtiments. Au revoir, merci beaucoup. Au revoir, merci beaucoup. Sur la grande scène, Charlotte Matterbat vient de descendre de la scène. Après une conversation en compagnie de Olaf Gravert de House Europe, de Inaki Canicero et Anne Petitfort, la conversation tournait autour de la question du réemploi, mais surtout du réemploi de l'existant, ça veut dire la non-démolition, un grand sujet qui a l'air d'occuper pas mal de discussions ici à Barcelone. Alors, est-ce qu'on peut résumer en 2 mots ce que c'était l'initiative House Europe? Je dis c'était parce que c'est une initiative, je crois, qui n'a pas complètement atteint son but premier étant de réunir environ 100 000 signatures en Europe pour proposer une loi contre la démolition. C'était 1 million de signatures, 1 million de signatures. On n'en est pas en Suisse. Sur l'intégralité de l'Union européenne. Effectivement, l'initiative n'a pas atteint le nombre de signatures requises pour que l'initiative soit discutée et présentée au Parlement européen, puisque c'est ce que cette initiative, que ce format en fait propose. Donc le House Europe, c'était une initiative, donc le dessin d'un projet politique avec des changements et des lois en fait qui promeuvent la rénovation, qui taxent en fait de manière réaliste l'habitat. Enfin, c'est assez complet. Il y a 2 ou 3 propositions et effectivement donc qui se positionne, disons d'un point de vue du dessin de la politique comme quelque chose qui fait partie aussi du métier d'architecte. Donc l'idée qu'on peut dessiner une loi comme on dessine un projet. Donc c'est un projet assez innovateur et donc moi que je soutiens depuis très longtemps. En fait, l'initiative n'est pas morte telle qu'elle est, elle se transforme en Right to Housing. Donc il y a une 2e initiative qui va être lancée en septembre 2026 qui en fait relance cette question, mais qui se positionne plus sur la question de l'habitat et de le droit au logement comme quelque chose aussi à légiférer en fait. Toi, Charlotte, tu es professeure à l'EPFL. Tu enseignes justement aux étudiantes et aux étudiants à comprendre les mécanismes qui font qu'on maîtrise ou pas la rénovation, la démolition, disons les lois et les règlements qui mènent à changer un petit peu la structure des décisions. Est-ce que tu considères que les architectes ont vraiment un rôle à jouer dans ce débat sur la démolition, ou est-ce qu'ils sont finalement uniquement ils travaillent pour des clients et n'ont pas vraiment leur mot à dire? Alors, c'est une question piège. Alors moi, je pense que les architectes ont beaucoup plus de pouvoir qu'ils ne l'admettent, dans le sens où c'est vraiment une profession qui est capable d'avoir une conversation avec tellement d'autres acteurs de la construction. On parle du client, on parle des compagnies de construction, de l'entreprise de bâtiment qui va construire le bâtiment, mais aussi bien évidemment les autorités, la question du permis de construire, la conversation avec les agents municipaux, etc. Donc on est quand même une profession très apte en fait à avoir des conversations avec tous ces acteurs de la construction qui sont à différents moments du processus de bâtir ou de rénover d'ailleurs. Et dans dans ce rôle, en fait, on a aussi cet aspect qui est de comprendre les lois. Et par là, je veux dire, on comprend, on sait lire un plan d'urbanisme, on sait lire des règlements municipaux de construction, on connaît la loi en fait, et on a bien sûr tout l'aspect légal, les responsabilités légales qui viennent avec construire. Donc on est une profession vraiment apte à comprendre des parties très
séparée de la production de l'environnement construit, bâti. Ce qui nous met quand même dans un rôle assez unique et qui permet, je pense, de s'engager justement dans ces questions de dessin de loi ou proposer en fait certains changements par le dessin d'ailleurs. C'est tout à fait. Il y a des mauvais exemples, c'est-à-dire il y a souvent des exemples où les architectes réussissent à extraire plus de mètres carrés par une quelconque entourloupe réglementaire, etc. Je me souviens de l'exemple de la ville de Zurich où il y avait un décaissement, il y avait des architectes qui avaient décaissé le sous-sol et qui avaient ainsi réussi à les faire compter en mètres carrés habitables, alors que évidemment c'était un sous-sol. C'est juste un exemple. La loi a changé d'ailleurs depuis, qui montre bien d'un côté négatif que les architectes ont une capacité assez puissante pour lire et contourner, ou en tout cas réinventer la manière dont les lois sont appliquées. Donc dans l'autre sens, ça veut dire qu'on peut faire changer aussi, donc c'est un peu l'exemple de House Europe, qui donc part du principe, ou qui s'attaque quand même à des lois très large, puisqu'il s'agit des réglementations européennes, mais qui dit, voilà, c'est le dessin d'une loi, ou en tout cas la proposition d'une loi, c'est aussi quelque chose qui fait partie de notre attirail. Je vais dire, le moratoire sur la construction, c'est aussi une loi finalement. Donc ça fait un peu partie de cette perception qui dit voilà, que l'architecte peut dessiner et peut interférer ou s'engager en tout cas sur des questions légales. Oui, donc on est passé d'un moratoire sur la construction, qui est donc un cadre théorique qui pourrait être appliqué à grande échelle, mais qui sert aussi à nourrir un débat, voire des polémiques parfois. Voire des polémiques, oui. Et à un autre cadre qui est celui du moratoire sur la démolition, qui est activement promu par cette initiative House Europe. Et puis maintenant, la nouvelle initiative, ce serait un droit au logement. Quelle est la relation pourquoi est-ce qu'on passe de l'un à l'autre finalement ? Parce qu'elles sont liées finalement. Si on démolit, on perd. Alors, si on démolit, souvent, on perd de l'habitat pas cher, de l'habitat, inclusif d'une certaine manière. Les gens qui habitent des bâtiments qui vont être démolis, souvent on dit c'est des bâtiments qui sont pas en bon état. Il y a toute une discussion sur le confort thermique, etc., etc. Donc, on éjecte ces populations qui ensuite soit habitent en périphérie, soit sont obligées de dépenser plus d'argent pour se loger. Donc il y a quand même une logique dans la démolition qui vient à la destruction de l'habitat, bon marché. Donc si on limite en fait cette démolition, on peut arriver peut-être à protéger par le statu quo. Après il y a une question aussi de qu'est-ce qu'on rénove et qu'est-ce qu'on garde en l'état, qu'est-ce qu'on entretient sans gentrifier, sans éjecter les populations qui y habitent. Donc c'est pas tout noir ou tout blanc. Il y a quand même une complexité de ce qu'on démolit et ce qu'on entretient ou ce qu'on transforme. Donc il y a un lien assez direct, moi je trouve, entre l'idée de ne pas démolir et l'idée du droit au logement, donc à qui bénéficient en fait ces politiques d'habitat. Tu dis que les architectes ils se sont un peu désinvestis de toutes ces chambres, ces rooms, ces chambres où on discute au fond la manière dont on fabrique les règlements, mais aussi les standards industriels, tout ce qui au fond fabrique la construction. Pourquoi est-ce qu'on est arrivé là ? Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Alors, on en est arrivé là. Une question rhétorique. C'est une question, c'est pas rhétorique du tout, parce que si on regarde, par exemple, les comités qui font les lois, les règlements SIA, sont des comités qui ne sont pas payés. Donc, quiconque accepte de participer à un comité qui va, réviser la loi sur les règlements d'isolation thermique ou phonique, etc., va être quelqu'un qui fait ça pro bono, c'est-à-dire qui prend du temps qu'il n'est pas rémunéré. Alors que, bien évidemment, les fabricants, par exemple, d'isolants phoniques, ou d'isolants thermiques de manière générale, se joignent volontiers à ces réunions. Ils ont intérêt. Parce qu'ils ont un intérêt direct. Alors après, c'est pas pour accuser quiconque, mais il y a quand même un problème structurel qui fait qu'on arrive aussi à certaines un peu absurdités avec des régulations où effectivement l'isolant thermique augmente. Alors évidemment, l'isolant thermique en épaisseur, si c'est des matériaux vertueux, on peut dire que tant mieux, mais si en réalité c'est juste une épaisseur et que ça va être de la laine de verre ou du polystyrène, c'est pas forcément quelque chose
c'est pas bon, enfin c'est mauvais en fait ça fait que ça contribue du fait que l'industrie de la construction est une industrie polluante et problématique pour le climat, etc. Donc oui, le désengagement, je pense, il est lié à une réalité immédiate du travail, c'est-à-dire que voilà, qui va prendre le temps d'aller faire des réunions pendant des heures sur ça. Après, il y a une question d'expertise, tout le monde ne se sent pas peut-être légitime pour contribuer à un document technique sur des questions assez pointues. Dans le cas des règlements européens, donc les Eurocodes, c'est pareil, c'est-à-dire que est-ce que vraiment les architectes sont encore investis dans ces espaces. Donc il y a un peu un désengouement de l'architecte par rapport à ces genres d'espaces, disons à l'engagement vis-à-vis de ces questions. Ouais, mais quand même, les architectes, tu dis aujourd'hui qu'ils devraient s'engager pour ne plus démolir et reconstruire, alors ce qui est une partie quand même de leur marché non négligeable, plus encore s'investir dans ces commissions, mais j'ai l'impression qu'ils sont beaucoup sous pression. Est-ce que ça explique une partie de la crispation qu'on aborde cette discussion? La crispation. Non, alors après, je reviens sur cette histoire de par exemple, d'être dans les réunions, dans les comités de technique, de testant technique. En fait, je pense qu'il faudrait mettre en place une sorte de mécanisme comme un syndicat ou quelque chose qui fasse que si quelqu'un va dans ces pièces, il sera rémunéré. Donc en l'occurrence, une espèce de compensation. Je dis pas que je comprends très bien que les gens n'aillent pas dans ces espaces pour perdre leur temps d'une certaine manière. Donc, ou en tout cas pour aller effectuer un travail gratuit, on va dire. Donc je pense qu'il faudrait mettre en place des systèmes un peu de solidarité qui fassent que on puisse aller sereinement dans ces réunions sans être, comment dirais-je, pénalisé, puisque c'est du temps qu'on prend sur son agent, sur son bureau, ou n'importe quoi. Ouais, donc créer une compétence avec ça. Et sur le fait de changer les lois, il y a aussi une peur du changement. Oui, bien sûr. Mais il y a un danger aussi du changement de la loi. C'est-à-dire que la loi n'est pas toujours... la loi est pour qui? Elle bénéficie à qui? Donc ça dépend de quelle loi en fait. Tu parles de quelle loi en particulier? Par exemple, si on réussit à instaurer des moratoires de différents types sur la démolition, en Suisse, en Europe, voire au-delà, est-ce que tu penses que les gens vont l'accepter? Est-ce que les architectes vont l'accepter facilement? Et combien de temps il faut pour accepter des choses comme ça? Alors, accepter. Après, si c'est quelque chose qui est acté légalement et qu'on dit on a un arrêt de la démolition pour 20 ans, par exemple, je vois pas en quoi ça pose problème. Ça veut dire qu'on a une sorte de diversion de la force de travail, de la force, puis de l'économie aussi, et des entreprises et des matériaux, etc., vers justement la rénovation et peut-être la transformation du bâti existant. Donc en réalité, il n'y a pas de conséquences, je pense pas, il n'y a pas de conséquences immédiates sur les projets. Après, peut-être que ça veut dire qu'il y a certains projets qui seront gelés. Si on regarde vraiment, qu'est-ce que ça veut dire si par exemple demain on dit il y a un moratoire sur la démolition, ça veut dire qu'effectivement tous les projets qui sont en cours et qui partent du principe qu'il fallait démolir doivent revoir leur copie. Donc il y a évidemment un travail supplémentaire, etc., etc. Donc il y a peut-être des mécanismes à mettre en place qui font que ça soit un peu mitigé, qu'il y ait moins de dommages et de risques pour les agences, mais en réalité c'est quelque chose que les municipalités peuvent mettre en œuvre immédiatement. Il y avait un truc, il y a très récemment, il y a une compétition, un concours pour un bâtiment, c'était quoi? C'est une maison de retraite à Zurich. C'est une démolition. La ville s'est fendue de 5 pages pour expliquer pourquoi ça devait être démoli quand même. Donc il y a aussi, d'abord, il y a un rôle immédiat des clients publics. Donc la commande publique, en fait, il faudrait qu'on soit beaucoup plus vertueuse. C'est-à-dire qu'on puisse vraiment dire on ne démolit pas. Donc au niveau vraiment de la municipalité, ce qui est tout à fait faisable. En fait, de nouveau, on a besoin de politiques un peu courageux qui se prennent un peu par la main et qui disent voilà, on ne démolit pas. Après, les architectes sont très doués. Il n'y a pas de difficulté à réinventer une manière d'habiter un espace existant. Je veux dire, c'est prouvé. Un des plus beaux projets existants sont des projets
de réinvention de ce qu'il y avait avant. Donc c'est au contraire, je pense que ça fait partie vraiment de la capacité de projet qu'ont les architectes. Et au fond, c'est peut-être pas les architectes qu'il faut convaincre, ce sont les urbanistes, ce sont les administrations publiques qui sont en charge de budgets liés à la santé, par exemple pour le cas de l'EMS, qui veulent changer un petit peu les standards et je sais pas quoi. Pourquoi est-ce qu'ici, il me semble qu'on a souvent ces discussions entre architectes. J'ai l'impression qu'au congrès mondial des architectes, alors on parle beaucoup entre nous, mais est-ce qu'on va vraiment voir les bonnes personnes? Ouais. Alors moi, je vais voir. Je suis parfois invitée à parler dans des espaces qui ne sont pas des espaces pour les architectes. Donc récemment, j'étais dans le ULI, donc le Urban Land Initiative, qui était en fait une sorte de lobby de promoteurs. Donc j'ai été invitée à parler, donc j'aurais dit qu'il fallait pas construire. Je me disais qu'est-ce que ça veut dire si ce secteur enfin commence à s'intéresser à cette question. C'est, moi je pense, très prometteur. Ça veut dire que justement ils se posent des questions aussi sur l'avenir de leurs pratiques commerciales, d'un point de vue très pragmatique. Donc si on construit plus, si on construit pas de neuf, comment est-ce qu'on peut continuer à faire marcher nos fichiers Excel? Donc il y a quand même un intérêt, je pense, hors de l'architecte, hors du milieu architecture immédiat. Je suis aussi, par exemple, en conversation avec des fonds de pension qui, en Suisse, qui aussi en fait disent mais nous on n'a rien contre ne pas construire de neuf. Notre question, c'est comment est-ce qu'on arrive à remplir nos exigences pour générer l'argent dont on a besoin pour nos fonds de pension. Donc il y a aussi je pense qu'il y a un besoin aussi de rameuter un peu d'autres professions, des économistes, même je sais pas, des comptables, enfin des gens qui aussi réussissent à aller au-delà donc de cette qu'on appelle cette crise de l'imaginaire où on n'arrive pas à inventer d'autres manières de générer de la valeur sans construire du neuf. C'est quand même incroyable, moi je trouve. Ouais, et puis l'autre gros sujet, c'est la création d'une main-d'œuvre qui n'existe pas pour la maintenance, parce qu'on a l'impression que on se heurte à une limite. Ouais. On n'a pas assez d'agences et d'entreprises qui sont capables de maintenir en place un parc qui, si on ne le maintient pas, devient vétuste et puis on finit par le démolir. C'est aussi une bonne raison de démolir souvent, non? Ouais, bon après c'est un outil rhétorique. C'est-à-dire on dit, en français on dit, non, si tu veux tuer ton chien, dis qu'il a la rage. Ouais. Donc à partir du moment où on entretient des discours, comment dirais-je, négatifs sur certains types de bâtiments, souvent les bâtiments modernes qui ont souvent pas plus de 40-50 ans, sont détestés. Enfin, il y a un peu une question aussi de la perception de certains bâtiments. Après, il y a ce mythe comme quoi c'est un rénovable. Alors, on connaît, on sait que venant par exemple du côté de tout ce qui est patrimoine, c'est pas du tout vrai, que tout est rénovable potentiellement et tout peut être traité et remis en état. Et puis après la question thermique, alors effectivement on dit que certaines choses ne sont pas sauvables. Enfin il y a un peu un discours, moi je trouve, qui doit remettre en cause sur qu'est-ce qui est rénovable ou qu'est-ce qui n'est pas. Après par exemple il y a des études qui prouvent que si on suspend la construction, on en arrive à redévier effectivement toutes ces entreprises, tous ces matériaux, toute cette main d'œuvre qui est aujourd'hui employés dans la construction de neuf vers l'entretien, la maintenance, la rénovation. Donc il y a aussi une réalité de potentiellement utiliser ces outils légaux pour faire en sorte qu'on s'occupe de notre stock existant de manière sérieuse. Et puis la démolition, il y a aussi une autre raison qui est parfois politique, voire même identitaire, non, dans certaines parties d'Europe, peut-être même en Suisse. En Suisse, bah oui. Bon, moi je pars du principe que tout est patrimoine. Donc à partir de là, je me désolidarise de l'aspect identitaire d'une certaine architecture, d'une nostalgie pour une certaine architecture, et puis qui décide que certaines choses doivent être gardées ou pas, il y a aussi quelque chose de très politique. Est-ce que ça a à voir avec les gens qui habitent telle ou telle architecture? Bien sûr, alors c'est ce que je disais, certaines architectures sont considérées comme étant de peu de valeur et finalement pas suffisamment
bonnes entre guillemets pour être gardées. On voit ça très bien en France avec la démolition de l'habitat moderne des années 60-70, qui est souvent la résidence de populations racisées et considérée comme finalement quelque chose qui peut être démoli sans conséquence, puisqu'il n'y a pas de puissance électorale, c'est-à-dire que c'est pas des gens qui votent ou c'est des gens qui votent pas bien, comme on dit. Donc il y a une facilité à démolir. Il y a même des agences, il y a même une agence. Il y a l'ANRU en France, c'est vraiment qu'il y a une agence nationale qui est le bras de l'État et qui est responsable pour, je crois qu'ils ont démoli là 175 000 appartements en 20 ans. Donc bravo, on voit quand même que finalement le but c'est aussi de se réaccaparer en foncier public pour ensuite le passer au privé, puisque l'État construit très peu. Donc il y a une espèce de machine à nourrir le secteur privé qui est, je pense, très très problématique et me rappelle un peu l'Allemagne des années 90, où vraiment en fait on s'aperçoit que l'État est en train d'être vidé de son patrimoine et de son foncier, qui passe ensuite au privé. Et toi, qui connais bien la France et la Suisse, étant prof à l'EPFL, est-ce que tu dirais que la Suisse est un bon élève et fait les choses comme il faut? Est-ce que elle sait prendre son patrimoine vraiment en charge? Enfin, disons, il y a quand même des exemples vertueux comme Pailly à Arreau ou le Lignon à Genève. Mais est-ce qu'il y a quand même beaucoup de démolitions à l'œuvre en Suisse, et pour quelles raisons chez nous? Alors non, la Suisse n'est pas un bon élève. Non, désolé, bravo. Écoute, je sais pas, Zurich, il y avait les chiffres, il faudrait que tu vérifies. Les chiffres disaient que la ville de Zurich avait démoli, je sais plus, c'est un bâtiment par jour sur les 10 dernières années ou quelque chose comme ça. Donc c'est pas du tout un bon élève. Tout cet Ersatzneubau, donc la démolition, reconstruction, c'est vraiment quelque chose de terrible. D'ailleurs, on voit ça à Lausanne aussi avec la démolition des plots lausannois comme quelque chose qui se passe en fait de manière assez régulière. Et si on regarde toutes les atlas, les initiatives qui justement essayent de documenter la démolition, on s'aperçoit très bien que la Suisse n'est pas du tout un bon élève au niveau de la préservation de ce qui est là, sans y attacher particulièrement une valeur sentimentale ou nationaliste. C'est-à-dire, en fait, on démolit volontiers en Suisse. Avec tout cet argumentaire, c'est pas du bâtiment de qualité, les pauvres gens qui habitent dedans, ils ont très chaud, etc., etc. Bon, donc ça j'ai un peu dit. Je pense que c'est pas le vrai argument. En fait, le vrai argument, c'est on démolit pour soit passer dans du privé ou augmenter les retours de location, locatif, ou alors on est passé dans du privé. Donc moi je suis assez critique sur ça. Je pense pas que la Suisse est une si bonne élève à ce niveau-là. D'accord. Allez, tu as prononcé le mot climatisation. Juste, ça me porte. Climatisation. Non, parce qu'on se trouve dans un bâtiment extrêmement climatisé. Il fait même pas 20 degrés ici. Ouais. On a froid au bras, voilà. Alors que dehors, on est toujours à Barcelone à 32 degrés environ. Mais ce n'est qu'un soubresaut. On nous annonce déjà que la canicule va reprendre de plus belle. Alors, c'est quelque chose qui est très politisé en ce moment. Toi, tu penses qu'il faudrait éviter la climatisation? Non, la politisation de la climatisation. Ou est-ce qu'il faut en faire un débat politique? Alors, on peut en faire un débat politique. Après, moi, je me méfie toujours parce que ce genre de truc est récupéré de manière instantanée par l'extrême droite. Après, la climatisation, il y a certains endroits où c'est pas, comment dirais-je, si quelqu'un veut installer la climatisation, eh bien, qu'il le fasse. Après, je pense qu'il faut une réflexion beaucoup plus large sur la question de comment on réfrigère nos espaces, etc., etc. En amont, c'est-à-dire que là, tout ce qui se construit, par exemple, est-ce que c'est du bâti qui va résister à la canicule, par exemple? Donc, il y a aussi une réflexion sur qu'est-ce qui est produit, comment est-ce que on prépare le bâti de demain à réagir à ça, sans forcément critiquer les gens qui habitent dans des appartements qui sont pas du tout isolés, justement, et à qui on va dire, ah mais non, on n'installe pas la climatisation. Enfin, je veux dire, l'Élysée est climatisé, que je sache. Donc après, il y a une question de classe, effectivement, il y a une question de accuser les populations pauvres d'installer la climatisation et de les accuser d'être la raison de la crise climatique, alors qu'on climatise à gogo. Il y a aussi à côté de ce beau bâtiment dans lequel on est, il y a un centre commercial
qui est pareil, qui est à 17 degrés, on est Je d'accord. crois qu'il a été réalisé par des architectes suisses, non? Peut-être, je sais pas, il est à côté du Diagonal qui est produit par Mirailles, donc je sais pas. C'est Diagonal Mar. D'accord, je croyais que tu parlais du grand truc bleu. Ça c'est pas un centre commercial, c'est un musée, je crois. Ah non, c'est pas le bon, Ouais. c'est pas le bon bâtiment. Dans ce bâtiment-là, je ne sais pas qui l'a produit, mais c'est pas, ça n'a pas d'incidence parce que je pense qu'il y a très peu de centres commerciaux qui sont pas climatisés, à part par exemple des exemples comme la Seal City, qui est un exemple où tout n'est pas climatisé puisqu'on est dans un truc qui a gardé de l'existant, donc il n'est pas possible de climatiser tout, qui a gardé des espaces extérieurs, etc., etc. Donc souvent, en fait, si on est dans une situation de bâti mixte, on est dans une situation où on n'est pas obligé de tout climatiser puisqu'on a des espaces extérieurs, on a des endroits qu'on peut ombrer, etc., etc. Donc la question c'est comment est-ce que on produit de l'architecture qui peut résister à la crise climatique sans climatiser, par exemple avec des systèmes. Bon, il y a des systèmes alternatifs. Il y a la climatisation adiabatique qui est basée sur l'évaporation de l'eau et qui est souvent mise en toiture. Donc il y a un exemple de climatisation qui est beaucoup plus vertueuse que la climatisation classique qui rejette de l'air chaud. Donc il y a des avancées technologiques qui font qu'on peut apprendre du passé et mettre à jour certaines choses. Et puis il y a aussi des systèmes simples comme avoir par exemple un logement traversant. Qui est donc l'exemple type de ce que n'aiment pas particulièrement les promoteurs, parce que c'est pas forcément un truc où on peut mettre le plus de mètres carrés possible, puisqu'on n'a pas forcément toujours la possibilité de faire ça. Mais je veux dire, le bâtiment traversant, c'est quand même la clé de rafraîchir son intérieur sans forcément avoir besoin de d'autres comment dirais-je, d'être climatisé. Donc en fait, il y a plein d'autres solutions, je crois qu'on peut le dire. C'est juste qu'on se rabat sur la climatisation par facilité. Et de nouveau, je ne juge pas les gens qui installent la climatisation chez eux. S'il fait très chaud, je pense qu'ils ont tout à fait le droit. Mais est-ce qu'il faut démolir le patrimoine moderniste qui n'a pas d'isolation, avec des bâtiments mono-orientés, en béton, où on crève de chaud à l'intérieur, pour les reconstruire avec un bon concept climatique à la base, ou est-ce qu'il faut préférer installer la clim? Il faut soit installer la clim, soit regarder par exemple des bâtiments exemplaires comme la Caton Vassal et son bâtiment Tourbois-le-Prêtre avec l'installation d'une peau thermique finalement qui vient rendre bien plus habitable et bien plus confortable avec des systèmes simples de rideaux tirés et d'isolants qui font que du coup l'habitat reste finalement relativement frais sans avoir à démolir. Je veux dire, l'imagination des architectes, en fait, elle est sans borne. C'est quand même dommage de se limiter à ces solutions un peu béquilles techniques. D'ailleurs, on en a vu pas mal dans ces conférences, dans les expositions. Qu'est-ce que tu penses du congrès de l'UIA jusque-là? Est-ce qu'il se passe quelque chose? Est-ce qu'il y a un momentum là dans l'architecture mondiale, voire européenne qui se passe? J'ai pas assez vu. Tu veux pas m'en reparler mercredi? On en parle mercredi. Ça marche, on fait comme ça. Merci beaucoup Charlotte pour la conversation et bonne fin de congrès ici à Barcelone. On reparle mercredi. Ça marche mercredi. Et le mercredi, justement, j'ai assisté à une conférence qui m'a particulièrement intéressé alors que nous préparons un dossier Espatium sur l'intelligence artificielle. Mario Carpo, historien d'architecture et spécialiste du numérique, était invité à s'exprimer dans 3 panels consécutifs, parce qu'il est l'une des rares personnes capables de prendre un peu de hauteur, une hauteur historique, et de relativiser aussi bien l'enthousiasme que le sentiment de menace que l'on associe à l'IA dans l'architecture. Non, nous expliquait Mario Carpo, en montrant une image d'un immeuble postmoderne particulièrement vulgaire, l'IA actuellement est incapable d'invention. Elle peut puiser dans des bases de données gigantesques, mais à partir de là, elle ne peut qu'imiter, coller, mélanger, éventuellement produire quelque chose d'inédit dans un style emprunté au passé. Mais elle n'a pas de volonté, donc pas la capacité de critiquer un modèle, une référence, de s'en départir et de faire mieux. Ça, en théorie, seuls les bons architectes en sont capables. Mais là, on parle surtout de l'image. Alors, lui ai-je demandé, entre 2 interventions, qu'en est-il des plans, de la géométrie? L'IA générative est-elle peut-être une menace pour les architectes? Non, l'exemple typique est, imaginez que vous demandez à AI de faire une multiplication au 10 à la puissance 2. Et on sait comment on fait, on multiplie, on dit que le résultat est 100. Mais Generative AI ne donne pas cette réponse en faisant de l'arithmétique. De la façon dont elle a été conçue,
où il a été conçu, Generative AI, si vous demandez 10 fois 10, elle va faire une recherche sur tous les cas où quelqu'un a fait cette multiplication qui sont enregistrés et donnera comme résultat un opinion poll. Une sorte de moyenne générale. En fait, la réponse sera, dans la plupart des cas, la plupart des types de multiplication, le consensus semble être que 10 fois 10 est environ 100. Oui. Donc, c'est une moyenne de toutes les réponses que la même question a déjà reçues. Oui. Donc, maintenant, si vous posez cette question en chatbox, il y a un découpage et s'il y a des questions qu'on répond mieux de façon traditionnelle, la question est dévoyée. Mais dans le cas du géométral, la perspective de l'axonométrie, les perspectives de la géométrie mongienne se fondent sur des règles. Et Generative AI, ce n'est pas un rule-based system. Elle ne connaît pas de règles, ne peut pas gérer des règles, ne peut pas inférer des règles, ne peut pas déduire à partir de règles. Elle peut seulement faire une moyenne du dataset qu'on lui a donné. Donc, si vous donnez à Generative AI 1000 tableaux avec un point de fuite au centre, comme dans la perspective albertienne, le résultat sera que dans la plupart des cas, il y aura un point de fuite au centre. Mais elle ne peut pas calculer les points de fuite selon les règles de la géométrie, puisque ce n'est pas un rule-based system. Donc, ce qui veut dire que dans notre cas, si on veut faire du rendering, des images qui semblent des autres images, des images fantasques, ça peut donner des idées. Mais si on a besoin de la précision qui dépend de l'application des règles de la géométrie, on ne peut pas y faire confiance. Ce qui limite de façon draconienne ces utilisations dans le domaine de la profession. De la profession. Donc un rendering, oui. Un blueprint, non. C'est intéressant. Donc si vous voulez un rendering, oui. Si vous voulez faire du géométral, AutoCAD, tel qu'il existe depuis 1986, ça va. Donc ça veut dire qu'il ne faudrait pas trop s'inquiéter que les milieux immobiliers remplacent les architectes par des machines ? On en parlait et peut-être on en parlera encore. Si vous faites des renderings dans une agence, vous êtes foutu. C'est-à-dire votre métier déjà. Mais pour toutes les autres activités, pour le moment, alors les choses changent très vite, mais pour le moment, il n'y a rien à craindre. Dans tout c'est une machine qui imite. Donc, si vous voulez de l'imitation, inutile de la faire à la main, car la machine peut le faire mieux. Si vous voulez autre chose qui n'est pas de l'imitation, n'essayez pas d'utiliser Generative AI, car ne vous donnera qu'une imitation fondée sur le répertoire des précédents qu'on a déjà accumulé. Vous avez déjà votre réponse. Merci beaucoup. On reprend la discussion. Merci. À ne pas publier en tant que tel. Vous devez le censurer. As a finished object, but as a continuous process of transformation, one that evolves through time and shapes. Et voilà, plus d'une heure de conversation sur ce podcast. Et pourtant, ce n'est un très maigre échantillon des 3 journées intenses de discussions qui se sont tenues à Barcelone. Merci pour l'écoute, bonnes vacances et à très bientôt sur la Barra Cultura Radio. Architecture, ingénierie, paysage, urbanisme, patrimoine. Vous écoutez Barra Cultura Radio, les podcasts dédiés à la culture du bâti, à retrouver et écouter sur espatium.ch.